Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Landry, conseillère en transfert des connaissances chez M361. M361, c'est une organisation qui travaille à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Son initiative 100 degrés réunit une communauté de gens engagés qui, ensemble, transforment les collectivités pour les rendre plus favorables à la santé humaine et environnementale. Je suis en compagnie de ma collègue Élodie, qui est à la technique et au clavardage. Sachez que ce webinaire est enregistré et que donc vous aurez le lien de diffusion ainsi que plein de ressources suite à l'écoute du webinaire. Notre webinaire se déroulera en 3 blocs. Et pour orienter tout le développement de ce webinaire, bien sûr, on a travaillé avec des experts, mais aussi on a été à l'écoute de vos questions. Elles ont permis d'orienter le contenu du webinaire. Alors, on va aborder ce vaste sujet qui est le jeu risqué. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos formidables panélistes. Alors, nous sommes en compagnie d'Émilie Beaulieu. Émilie est pédiatre générale et chercheure au CHU de Québec. Université Laval. Dr Beaulieu détient une maîtrise en santé publique de l'Université de la Colombie-Britannique. En plus de son temps en clinique auprès des enfants, elle fait de la recherche visant à prévenir plus efficacement les blessures non intentionnelles chez les enfants. Elle est l'auteure principale de l'énoncé de principe sur le jeu risqué, publié par la Société canadienne de pédiatrie en janvier 2024, qui vise à promouvoir le jeu libre et risqué, et malgré une possibilité de blessure, en raison de ses multiples bénéfices sur le développement de l'enfant. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. On est également en compagnie de Frédéric Auclair. Frédéric est conseiller pédagogique à l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Frédéric accompagne les gestionnaires et les leaders pédagogiques dans la gestion du changement. Il est conscient de l'impact durable et positif que peut avoir le jeu libre et actif, l'éducation par la nature et la prise de risque sur le développement des tout-petits. Frédéric s'engage au quotidien à soutenir les CPE à mettre en place ces approches pédagogiques pour le plus grand bien des enfants. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Alors, sans plus attendre, nous allons tout de suite aborder le jeu risqué. Ma première question, en fait, est pour toi, Émilie. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui a motivé la sortie de la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie en janvier 2024. Oui, donc l'énoncé là, provient de multiples constatations qu'on a faites en tant que pédiatre. Là, donc, dans les bureaux, on voyait beaucoup là, en consultation des enfants avec beaucoup de problèmes d'anxiété, du surpoids, de la sédentarité, les temps d'écran qui sont très élevés. Donc, multiples constatations qui ont été vraiment là, exacerbées, je dirais, par la pandémie, la COVID-19. Donc, sentiment en général qu'il y a beaucoup de problématiques là, qui se passent chez nos enfants. Puis, on a été mis là, en collaboration avec des chercheurs là, sur le jeu risqué. Puis, ça semblait vraiment être une option très intuitive et naturelle pour répondre à l'ensemble des problématiques que je viens d'énoncer. Donc, on est allé faire une revue de la littérature là-dessus pour se rendre compte que c'était effectivement vraiment quelque chose à mettre de l'avant, d'où l'énoncé de principe là, pour essayer de favoriser le jeu risqué dans tous les milieux des enfants. Hmm. Super. Donc, le jeu, comme solution intuitive et naturelle. Frédéric, parle-nous de justement l'importance du jeu dans la vie des enfants. Ben, tout à fait en cohérence avec ce que le docteur Beaulieu dit. Le jeu, c'est le cœur d'une journée d'un enfant. C'est ce qui lui permet d'apprendre, c'est ce qui lui permet de se développer entre 0 et 5 ans. OK? Alors, il faut comprendre que par le jeu, et spécifiquement par le jeu libre et actif, l'enfant va développer ses habiletés motrices, sociales, affectives, cognitives, langagières. Fait que l'importance de placer l'enfant dans un environnement où ce qu'il peut jouer librement et activement tous les jours est très grande. Puis quand on parle de jeu libre et actif, ben, on parle d'exploration, on parle de regarder les possibilités que le monde nous entoure, on parle d'essayer des nouvelles choses. Donc, automatiquement, le jeu libre et actif nous amène à une prise de risque chez l'enfant. Excellent. Ben, j'aime ça, Frédéric. Tu mets la table un peu pour qu'on décortique un petit peu les mots, là, jeu libre, jeu actif. Euh, Mhm.
Émilie, dans le fond, ma question s'adresse à toi. Le jeu libre, donc non dirigé par un adulte, par exemple, est-ce que c'est du jeu risqué? Absolument, hein. Donc, comme Frédéric l'a bien dit, quand on utilise le terme risqué, oui, c'est un petit peu provocateur, hein. On remet là en doute certaines craintes dans notre société où le risque est associé à quelque chose de négatif. Mais au contraire, le risque, là, c'est quelque chose d'inhérent, c'est quelque chose d'inné. Tous les enfants doivent prendre des risques pour être capables d'apprendre. Donc, c'est dit d'une façon différente, mais c'est exactement la même chose que de dire le jeu libre, les enfants naissent, ils veulent jouer, ça fait partie de leur développement et pour jouer, on doit prendre des risques. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est vraiment la notion de jeu risqué, c'est vraiment ça à quoi on réfère. On va y retoucher tantôt, mais la différence est vraiment entre le risque et le danger. Et c'est là où, comme société, on a peut-être un petit peu perdu à un moment donné et où la limite entre les deux, c'est ce qui génère souvent beaucoup de questions. Donc, on pourra y revenir un petit peu plus tard, je pense. Oui, OK, parfait. Donc, on revient sur la notion de risque et de danger. Mais entre-temps, peut-être, Frédéric, nous dire euh, qu'est-ce que le jeu risqué, là, qu'est-ce que ça a de particulier? Ah ben, tu sais, le jeu risqué, ce qui est le risque peut être à deux niveaux. Un, le risque, c'est l'enfant prend un risque d'essayer quelque chose et le risque, c'est je vais réussir ou je ne réussirai pas. OK? Quand on parle de jeu risqué, c'est ça. C'est l'enfant qui, dans une situation X, essaie quelque chose, puis il se peut qu'il réussisse, il se peut qu'il ne réussisse pas. Et le fait qu'il ne réussisse pas peut peut-être, dans certaines situations, entraîner des blessures. OK? Mais c'est ça qu'on parle quand on parle de jeu risqué. Mais puis fait que c'est l'aspect de choix de l'enfant, quand on parle de jeu libre, c'est l'enfant qui décide. OK? Donc, c'est pas l'adulte qui met l'enfant dans une situation qu'il ne pourrait pas lui-même gérer. On va revenir un peu là-dessus. Mais l'idée, c'est que c'est l'enfant qui veut essayer quelque chose et le risque, c'est qu'il bon, qu'il frappe. Et là, nous, l'idée pour l'adulte, ben, ça va être de réfléchir ensemble sur ben, comment on peut minimiser les risques de blessure. Mais l'idée du risque, c'est essayer quelque chose de nouveau. Puis là, quand on essaye de quelque chose de nouveau, le risque, la prise de risque nous amène dans une zone qu'on appelle quelquefois la délicieuse incertitude. Donc, c'est une zone où on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans l'extrême inconfort, mais on est comme dans une zone de genre, je ne sais pas si je vais réussir. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun pour l'enfant, OK? On est là, puis on peut appeler ça des fois aussi le jeu d'aventure. Donc, hein, on essaie quelque chose de nouveau, puis ça, c'est vraiment hautement motivant pour l'enfant. Ce qui est intéressant de cette zone-là, c'est que ça veut dire que l'enfant n'aurait pas développé encore une habileté. OK? Parce qu'il est incertain du résultat, donc il est en train de développer une habileté. Fait que cette zone-là, des fois, dans le langage là, développemental de l'enfant, on l'appelle la zone proximale de développement. Donc, c'est une zone dans laquelle l'enfant se situe où il est en train de faire naître une nouvelle habileté. Et c'est là que la prise de risque vient. Alors, si on bloque la prise de risque, si on empêche les enfants d'essayer ces nouvelles explorations-là, ces nouveaux mouvements-là, ben là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient un peu freiner la capacité d'enfant à développer des nouvelles habiletés. Fait que c'est pour ça qu'elle est si importante, cette prise de risque là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si Mimi, si tu veux rajouter quelque Ben chose. oui, exactement. Puis l'importance, dans le fond, on peut y aller avec tous les avantages là, qui sont associés à cette prise de risque-là, au jeu risqué, en d'autres termes. Fait que la première étape, hein, c'est vraiment de dire, je suis en train de construire mon jeu. Il y a un aspect cognitif à la chose parce que je dois établir certaines étapes à ça, me faire un plan dans ma tête. Donc, tout le volet cognitif est vraiment là, très important. Puis après ça, ce qui va en découler, ben, c'est si mon jeu risqué est plus parce que je décide de courir vite, de faire des choses très moteurs, mais il va avoir tout un avantage au niveau du domaine physique, hein. Donc, les études vraiment nous ont montré que les enfants qui intègrent beaucoup le jeu risqué sont plus actifs, ont des meilleurs outcomes cardiovasculaires. Euh, on voit aussi plus un avantage au niveau de la sphère qu'on va appeler socio-affective. Donc, c'est des enfants qui sont habitués à tolérer le risque, l'incertitude. Donc, l'anxiété est souvent diminuée. Ils sont plus capables là, ils se sont déjà trouvés des mécanismes inhérents à gérer leur incertitude. Donc, ça, c'est un grand atout. Puis, l'autre chose, c'est les relations sociales. Les relations avec les pairs sont nettement améliorées parce que souvent, quand je prends un risque, j'ai le goût de partager ce challenge-là avec d'autres. Ça Mhm. implique mon langage, hein. Je dois communiquer avec quelqu'un d'autre. Disons que je veux construire quelque chose. Je veux que quelqu'un m'aide à grimper quelque part. Donc, le langage est impliqué aussi. Donc, il y a de nombreux risques.
donc avantages, m'excuse, au jeu risqué. Et tu le nommes bien, Docteur Beaulieu, j'avais Émilie, noté, Émilie, s'il vous plaît, Émilie, c'est merci. correct. Mais tu le nommes bien, les avantages sont énormes et c'est pour ça que je pense que vous avez énoncé ces choses-là et qu'on peut retrouver aussi ces avantages-là dans Accueillir la petite enfance, qui est le programme du ministère, programme éducatif du ministère, le cadre Gazali-Potiron et différents cadres. Là, ça nous amène. Puis quand tu parlais tantôt, tu sais, du domaine cognitif, donc la planification du jeu, comment je vais faire mon risque, comment je vais grimper cette surface-là pour me rendre là, comment je vais sauter pour pas me blesser. Tu sais, tout ce calcul, cette évaluation-là est intéressant. Puis tu sais, tu as souligné le domaine social et affectif, puis l'aspect de gérer le stress. Mais aussi, ce qu'on remarque là, dans la littérature, c'est que ces effets-là sont bénéfiques toute la vie. Donc, c'est des gens qui plus tard vont être habitués à être dans des situations qui peuvent comporter du stress, de l'anxiété, puis ils vont avoir déjà développé, comme tu dis, les mécanismes pour être capables de gérer ça parce qu'ils l'ont fait dans le jeu, OK, quand ils étaient tout petits. Fait que, voilà. Excellent. Fait que vous nous avez fait un beau tour tu sais, des bénéfices que les enfants tirent à être du jeu risqué. Euh, ben pourquoi si c'est si bénéfique, qu'est-ce qui a mené en fait à ce qu'on évacue le jeu risqué de la vie des enfants, de notre vie? Exact. Donc là, on revient vraiment à la différence entre le risque et le danger. Donc, on a beaucoup entendu parler du jeu risqué et les gens plus âgés disaient, ben voyons, dans le fond, c'est juste la façon que je jouais là, tu sais, il y a comme 30, 40 ans de ça. Effectivement, en grande partie, c'est un peu à ça qu'on réfère. Mais dans le fond, je pense qu'avec les décennies, les décennies, les années, les gens ont été plus protecteurs, les familles ont diminué en nombre d'enfants, on est allé vraiment plus sur, on vise la performance, on veut que chacun des enfants là, atteigne leur plein potentiel et on l'encadre vraiment notre enfant au maximum. On a eu toutes le parascolaire, les activités très organisées qui sont arrivées, qui n'étaient pas le cas là, il y a 30, 40 ans. Donc, tout ça là, a été, je pense, intégré de sorte que on a considéré que la prise de risque libre, hein, était dangereuse. L'autre chose aussi, c'est qu'on est chanceux comme société, on a été capable de faire des gros progrès pour limiter les dangers. Effectivement, là, nos environnements sont plus sécuritaires que jamais. Mais ça, il faut ramener aussi le pendant de dire, ben là, peut-être qu'on a justement trop sécurisé. Peut-être qu'on est allé pour la sécurité à tout prix de nos enfants. Maintenant, revenons vers la sécurité nécessaire. On n'avait pas pensé qu'en visant la sécurité à tout prix, il y aurait des conséquences négatives. Maintenant, on a assez de recul pour dire, finalement, là, savez-vous quoi, c'est pas le mieux pour les enfants de les mettre dans des bulles de verre. Donc, il y a beaucoup ça là, qui entre en ligne de compte. Oui, Excellent. puis, tu sais, Émilie, ce que tu dis, c'est super important. On est devenu une société super, hyper protectrice de nos enfants, où ce que des fois, on vise la tolérance zéro au risque. Puis, c'est pas ça qu'on a à faire pour des gens qui prennent soin des enfants qui sont alentours. Mais, tu le sais, hein, les études démontrent une chute du jeu libre, une chute du jeu actif, une augmentation des écrans. Fait que dans l'environnement quotidien de l'enfant, les parents, les adultes qui les entourent deviennent moins en moins à l'aise avec le jeu libre et actif parce qu'il est moins là. Donc, puis on voit de moins en moins les adultes porter, dire, ah oui, ben c'est normal qu'il fasse ça, c'est normal qu'il se scratche là. Parce qu'on est de moins en moins en relation avec ces jeux-là au quotidien parce qu'on est devenu de plus en plus sédentaire. Fait que, tu sais, cette relation-là a été perdue aussi au fil des années. Puis, Absolument. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis parce que je pense que c'est une question qui est revenue quand même quelques fois là. On a vu des participants, mais c'est justement pour ça que l'énoncé a été mis de l'avant, l'énoncé de principe pour dire la Société canadienne de pédiatrie là, elle recommande le jeu risqué pour dire, regardez là, on a fait nos devoirs puis c'est important de l'intégrer. Donc je pense que ça c'est vraiment un message important aux personnes qui se sentent justement peut-être dans cette délicieuse incertitude-là par rapport à eux-mêmes de dire est-ce que j'ose que mon enfant prenne le risque, là, tu sais? Donc, je pense que les adultes, des fois, on est plus dans l'incertitude que les enfants, mais de dire oui, c'est important. On a des données scientifiques qui nous disent c'est important de l'intégrer, le jeu risqué. Donc, déjà, là, ça peut
mettre tout le monde un peu plus à niveau pour, après ça, les stratégies, comment on peut aller de l'avant. Il y a aussi dans nos normes, dans nos valeurs, puis c'est important, tu sais, il y a des risques qu'on tolère tous. Comme l'enfant qui va tenter de marcher pour la première fois, tu sais, il tient à table, là, puis là, il se lâche pour aller pogner le sofa. Puis là, il sait pas s'il va planter ou il va pas planter, tu sais, il va peut-être... Puis ça, c'est un risque pour l'enfant, mais c'est correct parce qu'il faut qu'il apprenne à marcher. Là, quand les enfants arrivent à 3, 4, 5 ans, puis leurs habiletés sont plus développées, puis là, le next step pour se développer, c'est de prendre un plus grand risque. Donc, hey, je suis capable de sauter de 2 pieds d'eau. Je vais sauter maintenant de 4 pieds d'eau. Ou je vais monter quelque chose de vraiment plus haut. Ou, là, c'est là, des fois, qu'il vient l'inconfort. Fait qu'il y a ça aussi à rétablir que la prise de risque, on l'accepte souvent, des fois, dans les poupons parce qu'on dit c'est normal, mais il faudrait se dire que c'est aussi normal pour les plus vieux de prendre des plus grands risques et d'être dans différentes situations qui sont là. Absolument. Puis là, tu mets de l'avant une notion super importante, hein. La prise de risque, elle va dépendre de l'âge développemental de l'enfant. Donc, effectivement, là, tu sais, un parent qui laisserait pas son enfant de 12 mois explorer son environnement pour lui permettre de prendre le risque de débuter à marcher, euh, ça serait un peu, là, tu sais, cocasse, là, un peu loufoque, là, tu sais. C'est la même chose, plus l'âge développemental de l'enfant avance, là. Puis donc là, on vous présente justement les différentes catégories de jeux risqués. C'est vraiment pour aider chacun d'entre nous à conceptualiser ce que peut être le jeu risqué. C'est des domaines qui ont été établis surtout pour la recherche, pour être capable de parler le même langage. Mais après, j'ai le goût de dire que le jeu risqué, ça peut être toutes les zones grises là, à travers ces différentes catégories-là. On va parler de jouer en hauteur. Donc, les enfants, souvent de 0 et 5 ans notamment, vont aimer beaucoup grimper, sauter, jouer à grande vitesse, donc courir très, très vite, utiliser un vélo glissé l'hiver. Les jeux avec des outils, des fois, qui font sourciller, encore une fois, on le remet selon l'âge développemental des enfants avec qui vous travaillez. Donc, pour les jeunes, ça peut être justement, j'utilise une cuillère, j'utilise un petit bâton, j'utilise un râteau pour construire des choses. Donc, ça n'a pas besoin d'être des scies là, mécaniques. Jouer avec les éléments naturels, c'est souvent très, très, très gagnant. Donc, je me salis, je joue dans le sable, dans l'eau, dans la terre, j'utilise les feuilles, tous les éléments qui sont autour de moi. Ça permet aux enfants d'être très créatifs. Les jeux turbulents, très, très, très importants. OK? On a souvent des enfants qui vont être justement plus actifs, qui ont besoin de cette prise de risque-là. C'est comme ça qu'ils font certains apprentissages. Donc, il faut absolument pas bannir ça, j'ai le goût de dire. Donc, se chamailler, jouer là, tu sais, aux super-héros. Puis, je pense que Derek va avoir des beaux exemples tantôt pour vous. Mais il y a Il y déjà, a ouais, il y a déjà des bels exemples. La photo qui est là est vraiment géniale. Tu sais, on parle d'un aménagement qui est là, les enfants peuvent grimper, monter, sauter là-dessus, chose, ils travaillent leur équilibre, ils s'attendent l'un et l'autre parce qu'il faut, tu sais, il faut qu'ils attendent parce qu'ils sont en ligne. Tu sais, juste cette photo-là montre que fournir des risques, ça ne veut pas dire grimper 8 pieds dans un arbre. Exactement. Puis un autre catégorie que je trouve super intéressante pour les 0-5 ans, c'est le jeu par procuration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je regarde les autres s'initier à des jeux risqués, prendre des risques et je vis un risque à travers eux. Donc souvent, ça va être très payant pour les poupons, les tout petits, où ils voient les autres là, grimper, tout ça, puis ils font des déclics dans leur tête. Ça leur permet eux aussi de se mettre là, en action puis de vivre le risque. J'ai le goût de dire, là, en résumé, toute activité où l'enfant, là, vous allez le voir, là, peu importe son âge, bomber le torse, relever le nez, être fier de ce qu'il est en train d'accomplir, tout ça probablement implique là, un risque, une incertitude où l'enfant là, est engagé dans son jeu. Hmm. Merci, c'est vraiment très concret. Après, tu sais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a évidemment une différence, tu sais, quand on parle d'enfants où le ratio adulte-enfant est 1 à 1 versus on parle au milieu de garde aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que ça implique au quotidien, Frédéric, le jeu risqué? Puis peut-être nous dire ce que c'est puis ce que c'est pas aussi. Tu sais, là, on parlait de notion de risque-danger, là. Ouais. Ben, tu sais, un risque,
je vais parler d'un danger. Un danger, là, c'est un élément, c'est une situation, c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas, ne comprend pas, puis n'est pas capable de gérer pour son développement, OK? Et qui peut lui amener de graves conséquences, OK, corporelles, là, sur sa santé, sur sa vie, OK? Ça, c'est un danger. Un risque, c'est, comme je disais, une action que l'enfant va choisir de faire qui peut réussir ou pas réussir. Et la conséquence de ne pas le réussir, tu sais, tantôt, on voyait, mettons, les petits-enfants là, sur les poteaux, là, sur les poteaux de bois, là, juste dans la photo, juste avant. Là. Bon, ben l'enfant décide de monter sur ce petit poteau de bois-là, puis pour la première fois, il décide d'être debout. Parce que d'habitude, il fait avec les mains puis les pieds parce qu'il était plus à l'aise comme ça. Puis là, il décide d'essayer d'enjamber un de ces petits poteaux de bois-là, là, debout. Il glisse, il tombe. OK, bon, c'est un risque. Il y a une scratch, il y a un bobo, mais c'est pas un grand danger, ça, là. On ne considère pas ça comme un danger. C'est un risque de blessure, puis les blessures sont minimales. Puis j'aime bien dire que tout ce qui se règle avec un plaster, puis un câlin, puis un 10 minutes de pleurage, c'est bien correct. Mais C'est c'est OK. pas c'est pas à l'adulte à inciter à aller au-delà de sa zone de confort, si je comprends bien. Non plus. C'est l'enfant qui prend la décision. Hein. C'est pas l'adulte qui place l'enfant dans cette situation-là. Parce que par la définition même de la prise de risque, c'est l'enfant qui décide de l'action qu'il veut faire. Puis ça, c'est bien, bien écrit dans l'énoncé, là, l'énoncé sur le risque là, de la Société canadienne de pédiatrie. Dans la définition même, puis tout ça, c'est bien écrit. C'est pas la personne qui met l'enfant dans cette zone-là. On peut pas toujours être dans cette zone-là. Vous allez voir que l'enfant, là, il va faire d'abord, il va essayer, comme je reprends mon exemple, là, qui se lève debout sur le bio, là. Bien là, s'il réussit une première fois ou il échoue, il va vouloir recommencer. Puis il va le refaire, refaire, refaire jusqu'à temps qu'il ait maîtrisé. Alors là, on n'est plus nécessairement toujours dans la zone d'incertitude. On l'était au départ. Puis là, plus qu'on réussit le mouvement, plus qu'on tombe dans la zone de confort. Et l'enfant a besoin de répéter. Fait que c'est ce qui va faire que des fois, il va vouloir s'adonner au même jeu à plusieurs moments dans la journée ou même dans la semaine. Ça se peut que pendant la semaine, là, son jeu principal, c'est de monter le poteau, puis ça, puis c'est bien correct, parce que là, il est en train de consolider une nouvelle habileté. Fait que, tu sais, on va jouer entre la zone d'incertitude et la zone de confort, puis là, jusqu'à temps qu'on ait maîtrisé, puis whoop, on va passer à autre chose. Puis ça, il faut permettre ça aussi, le temps à l'enfant de pouvoir répéter ses mouvements, puis faire tout ça. Pour répondre aussi, pour continuer dans ce que tu me demandais, ce que ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Mhm. On a un groupe à gérer, on a un ratio, on a quand même des responsabilités. Fait que ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas des consignes claires aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'on laisse le jeu aller sans intervention. Puis ça ne veut pas dire qu'on incite les enfants à aller au-delà de leur zone de confort. Par exemple, Émilie donnait l'exemple d'un enfant qui regarde un autre enfant prendre un risque. Lui, il n'est pas prêt à ça. Hein, il est en train de regarder comment que les autres s'y prennent. On peut lui demander, souhaites-tu essayer? Mais si il est bien dans sa position d'observateur, puis là, il est engagé cognitivement, puis émotionnellement avec ce que les autres font, puis il est en train de voir pour lui comment il s'y prendrait ou s'il a même le goût d'y aller ou pas, ben, tu sais, on le laisse dans cette zone-là, puis c'est correct. On n'incite pas les enfants à aller au-delà. Tu sais, le pire, là, puis je donne un exemple, là, tu sais, c'est le papa à la fin de semaine qui prend son bébé de 18 mois puis qui le met dans une grosse glissade, puis le bébé n'est pas capable de se tenir comme il faut. Puis là, ça, non. Tu sais. Peut-être comme parents, ça passe, mais nous, comme éducateurs, ça, on fait pas ça. Fait que c'est ça. Puis donner des consignes, ça se peut. Ça se peut qu'on permette les enfants de grimper la glissade à l'envers dans le module. C'est bien cool. Mais ça se peut qu'on mette des consignes sur cet acte-là. Ben, OK, tu peux grimper à l'envers, mais priorité au glisseur. S'il y a quelqu'un qui veut glisser, tu t'enlèves. OK? Tu sais, ça pourrait être un genre de règles qu'on met en place, puis plein de genres de règles qu'on peut mettre en place pour les trucs. Tantôt, on a vu les bios, là, je reprends ta photo des bios. OK? Ben, tu vois que les enfants sont tous dans la même direction du bio. Fait que ça pourrait être aussi une règle qu'on a décidé d'établir pour que le flow, là, les choses aillent bien, puis que pas les enfants se rencontrent, puis là, tu sais, on veut éviter, là, c'est pas un endroit où on veut peut-être tu sais, initier de la chamaille ou des trucs, fait qu'on se dit, OK, non, on va le faire comme ça, la direction, c'est par là. Mais on n'empêche pas le risque, on fait juste encadrer pour qu'il soit sécuritaire le plus possible.
Merci Frédéric. Encore une fois, tu sais, on a vraiment mis la table avec notre premier bloc, je pense. On comprend bien la délicieuse incertitude, le jeu risqué, différents dangers, ce que ce n'est pas le jeu risqué, ce que c'est. On va aller dans un deuxième bloc, on va parler vraiment plus ben, des enjeux qui sont plus typiques des milieux de garde, mais aussi des pistes d'action, évidemment. Mais avant de passer au deuxième bloc, peut-être, Émilie, je te demanderais juste de nous récapituler ça sur tu sais, les bénéfices, encore une fois, des jeux Oui, risqués. donc en résumé, le jeu risqué, c'est extrêmement important, c'est nécessaire au développement des enfants pour leur développement physique, cognitif, social, langagier. La prise de risque ou l'incertitude que génère le jeu qui est libre, qui est mené par l'enfant, qu'on va dire, ce n'est pas du danger. Donc, le rôle de l'adulte, c'est d'éliminer les dangers de l'environnement pour ensuite que l'enfant puisse prendre des risques selon son stade développemental. Donc, je pense que ça fait un peu le tour des grands concepts qu'on a abordés. Merci. Et puis, on va avoir plusieurs exemples, Frédéric, entre autres. Je sais que tu vas nous partager justement des exemples pour qu'on ce soit concret pour le personnel éducateur. Mais avant d'aller à ces exemples-là, peut-être nous donner un mot sur comment la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie elle a été accueillie dans les milieux. Euh, Tu sais, il y a eu une question, je pense, là-dessus un peu plus haut, ou un commentaire là-haut disant hey, on connaît les risques et les bénéfices. Plusieurs éducateurs et éducatrices les connaissent, bien sûr. Il y en a non. Il y en a que non, mais c'est correct. Mais il y en a que oui. C'est bien accueilli. C'est dans le comment. Tu sais, la question, c'est dans le comment, puis je pense qu'on va l'adresser parce que je comprends des éducatrices qui disent ben, je permets jusqu'où, puis j'ai pas envie que ça soit une décision personnelle. Parce que si c'est moi qui permets quelque chose, puis après ça, puis c'était pas comme correct, tu sais, on a peur, là, que c'était pas correct de permettre ça, puis il arrive de quoi? Ben là, est-ce que je vais me faire soutenir par ma gestionnaire? Est-ce que je vais me faire soutenir par mon CPE? Est-ce que, comment on va gérer le parent? Comment on va faire ci? Fait que les questions sont alentour de ça. Tu sais, je pense que les bénéfices sont connus, puis, mais les questions qui restent, c'est la responsabilité, la crainte de se faire poursuivre, la crainte d'être prise en faute. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut en équipe élucider. On va en jaser, mais tu sais, je pense que c'est là le cœur de l'enjeu, là, tu sais. Puis juste pour préciser, là, tu sais, on parlait bon, une question qui disait, mais comment on arrive à mobiliser les parents? Mais je pense que, tu sais, tous les parents, là, ont comme prémisse de base d'avoir le bien-être de leur enfant au cœur de leurs préoccupations, comme vous tous, là, comme nous toutes, en fait. Donc, la seconde qu'on est capable de leur expliquer que ce qu'on va mettre en place, oui, ça peut avoir de l'air risqué, mais que c'est pour le bien-être de leurs enfants et que c'est fait de façon encadrée, que ça a été discuté, qui vont être préparés aux changements, qui vont être avertis d'avance. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment différentes façons de pouvoir préparer les parents, puis surtout leur expliquer l'importance de ce qu'on va faire. Mhm. Parfait. Ben, merci. Puis, dans le fond, là, on l'a nommé un peu, mais c'est différent, encore une fois, dans le contexte de la famille que dans le contexte d'un milieu de garde. Fait que ma question va être très concrète. Ce serait quoi une première piste d'action pour le personnel éducateur? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour accompagner les enfants dans le jeu risqué? Émilie en a déjà parlé, elle vient juste en parler pour le parent, mais je vais l'amener à l'équipe. La première affaire, c'est de s'assurer que tout le monde comprend les bienfaits. Est-ce qu'on comprend les bienfaits? Puis dans l'énoncé, tantôt, on nous a nommé une liste, une catégorie de prise de risque. Est-ce qu'on comprend les bienfaits de chacun sur l'enfant? Hein, les jeux de vitesse, les jeux d'auteur, les jeux de chamaille, les jeux avec les éléments naturels. Est-ce qu'on comprend tout ce que ça peut l'amener? Puis ça, en équipe, il faut comprendre ça. Ensuite, notre responsabilité dans une équipe, c'est d'enlever les dangers. Fait que s'il y a des dangers, il ne devrait pas avoir des dangers dans votre cours. Je donne l'exemple de la cour, là. La cour devrait avoir été aménagée pour qu'il n'y ait aucun danger. Qu'il y ait des risques de blessure, oui, mais aucun danger. Fait que déjà là, on devrait être correct. Puis habituellement, vos modules sont aux normes, la surface absorbante est aux normes, tout a été calculé là-dedans. Donc, on ne devrait pas avoir tu sais, de danger Donc, qu'est-ce dans que notre tu veux cours dire en par un partant. danger? Euh, L'enfant ne va pas se noyer, il va pas se piquer avec une aiguille souillée, il va pas se couper un bras. Donc, ça serait vraiment des dangers. Je m'excuse. Vas-y. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu sais, un danger qui porte atteinte vraiment à l'enfant. Tu sais.
Fait que donc, voilà. Fait que ça, c'est la première chose, c'est qu'on s'assure que l'aménagement puis le matériel qu'on met peut amener des risques, mais pas des dangers de blessures. On va voir de blessures graves, on va voir des exemples là, qu'on va nommer, de comprendre ensemble la même chose, puis de voir, de se dire en équipe, on va jusqu'où dans quelle situation? Il y a des situations, vous les connaissez, là, les éducateurs et éducatrices qui sont en autour de la table, il y a des situations qui vous achalent, OK? Que vous voyez arriver, les enfants veulent faire ça, puis là, votre instinct premier, c'est peut-être d'arrêter les trucs. OK, bien, c'est ces situations-là qu'il faut discuter en équipe, faire une analyse risque-bénéfice, puis de regarder c'est quoi les mesures d'atténuation qu'on pourrait mettre en place. Tu sais, je vous donne exemple, encore l'exemple classique de la glissade, puis je pourrais vous en donner d'autres, mais dans un CPE que j'accompagnais, il y a 2 glissades. Fait que les autres, ils ont décidé, bien, il y en a une pour descendre, puis il y en a une pour monter. Puis on se sent à l'aise avec ça parce que le module est aux normes, la surface absorbante est là, c'est bien correct, c'est bien chose, fait qu'on est bien à l'aise. Il y a des CPE qui se sont questionnés, bien, est-ce qu'on donne le droit de lancer des choses aux enfants? Puis oui, qu'est-ce qu'on laisse le droit de lancer? Puis où est-ce qu'on peut lancer? Puis avec quoi on peut lancer? Fait que donc, on peut se demander des questions. Émilie, quand on jasait avant, tu me parlais du jeu de chamaille, puis un peu de certaines mesures. Je ne sais pas si tu veux me les repartager parce que je trouvais ça intéressant aussi. Ben oui, dans le fond, fait que le jeu de chamaille, hein, souvent, on va voir là, des enfants qui ont besoin là, tu sais, de ce contact physique-là. Ils vont être vraiment dans leur jeu de rôle, ils s'imaginent des choses, ils ont lu des histoires où ils veulent là, interpréter certains personnages. Fait que le jeu de chamaille est tout à fait approprié dans le sens où c'est un continuum entre je m'imagine dans mon jeu de rôle de jouer à la cuisine ou je suis une princesse ou je suis un pompier. Mais là, dans le fond, je vais plus loin et je suis dans un jeu plus actif. C'est super pertinent. Après ça, le risque peut être de, ben, je veux faire un jeu de charme avec un autre ami que lui, ça ne tente pas pantoute, là, dans le fond. Ou il arrive, là, tu sais, une collision, je frappe un ami, je graphine. Donc oui, il y a certains risques, mais là où c'est intéressant, je pense, et je te renvoie la balle, Frédéric, les mesures d'atténuation. Comment on peut faire en sorte que toutes les choses là, qui nous passent dans la tête en disant ah non, non, je ne vais pas y laisser faire un jeu de chamaille parce que là, je sais, là, c'est écrit dans le ciel qu'il va arriver X, Y, Z à faire. Comment on peut mieux encadrer pour laisser l'enfant prendre son risque, faire son jeu de chamaille, mais diminuer tous les négatifs associés de notre point de vue? Oui, puis tu sais, les mesures d'atténuation, on peut montrer des photos, puis tu sais, je vais en parler en même temps. Puis la réflexion que tu parles, Émilie, que ce qu'une équipe fait ensemble. Mais si tu veux montrer les photos, Véronique, je ne sais pas si on est rendu là, mais on peut. Un CPE, un CPE des Tisserands, merci de m'avoir laissé filmer. Et chose, c'est un CPE qu'on a réfléchi avec eux depuis 2 ans sur la prise de risque. Au départ, on se questionnait même avec l'équipe sur la fameuse glissade à l'envers, là, tu sais. Puis là, regardez ce qui est disponible. Des pneus, des planches, des caisses. En arrière, on voit là qu'il y a comme un bateau qui a été construit avec des palettes. Ouais, puis tu sais, si tu reviens un petit peu, ouais, je vais au fur et à mesure, mais si tu reviens en arrière, tu sais, on peut voir la posture. Puis ça, c'est notre rôle. C'est quand les enfants sont alentour d'éléments de matériel libre et polyvalent qui peuvent amener une certaine prise de risque. Hein, regardez la posture de l'éducatrice, elle est là, elle regarde les enfants, elle a une dans les bras parce que c'est le matin, puis la petite avait besoin de se coller parce que sa maman venait de partir, puis elle avait besoin de cet échange-là, mais ça y empêche pas d'être avec les 3 autres enfants qui sont en train de se construire un monde, puis de construire un truc, puis d'aller prendre des risques. Si tu vas à la prochaine, la même éducatrice, mais qui est en relation avec l'enfant. L'enfant lui demande, tu peux-tu me prêter la planche qui est là ou le truc? J'aimerais ça construire mon chose. Puis là, on va voir le jeu se développer tranquillement, pas vite. Alors, on continue. On voit Blanche qui a fait ses caisses de lait puis qui est après de prendre son rythme et que l'éducatrice, tout en regardant ce qui se passe ailleurs puis en continuant, elle met la main. Je ne sais pas, vous voyez la main. Donc, elle est là, on soutient le risque. Ça aussi, c'est notre rôle dans la prise de risque comme éducateur. Notre rôle de pas juste surveiller pour la sécurité, mais de soutenir la prise de risque, d'échanger avec l'enfant, puis d'embarquer dans le jeu avec lui, puis ça l'aide. Parce que c'est sûr que peut-être que le risque que Blanche tombe, il est là, parce que peut-être que les caisses vont bouger, puis elle se dit, ben je vois Blanche aller, puis elle est peut-être rendue à un moment où ce que peut-être elle a besoin que je tienne le truc un peu pour qu'elle puisse finir de grimper en toute sécurité. Mais même si Blanche tombait, OK, ils sont à l'aise avec ce risque-là dans l'équipe parce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait, puis là, parce qu'on est dans qu'est-ce qu'on peut faire dans une équipe,
Ils ont pris un moment en équipe ensemble, ils ont mis tout ce matériel-là dans la cour et ils se sont demandé quelles sont les possibilités de jeu des enfants, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est quoi les mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place. Donc, ils ont dit, eux autres, ça prend dans cet espace-là un éducateur ou une éducatrice qui est là pour faire la supervision, soutenir le jeu libre et actif des enfants, la prise de risque, donc qui va être là pour monitorer un peu ce qui se passe. Et ils ont dit, bon, ben nous, on est à l'aise avec le matériel aussi qui est là. Hein. Les pneus, OK, ils sont lourds, mais ils sont exempts de tout matériel qui pourrait faire mal ou des choses comme ça. Les planches, exemple, ont été sablées un peu pour s'assurer qu'il y a peut-être moins de chances d'avoir des échardes ou des trucs comme ça. Mais, tu sais, les choses sont là. Fait c'est ça l'idée d'aménager un aménagement qui permet de prendre des risques. Il y a une question dans le chat, puis là, je sais que c'est pas ma job de monitorer le chat, mais, tu sais, la question, ça dit, y a-t-il un document qui présente les risques possibles pour prendre à l'âge développemental de l'enfant? Chaque enfant se développe à son propre rythme, fait que c'est différent, mais d'abord, si on regarde sur le côté physique et moteur, les enfants doivent apprendre à marcher, à courir dans des pentes, courir dans des trucs inclinés, se garder en équilibre, glisser sur des surfaces glissantes pour tenir son équilibre. Il faut qu'il apprenne à lancer, à attraper, toutes les choses de locomotion, de manipulation qui peuvent être là. Il faut laisser la chance aux enfants de pouvoir lancer, attraper, rediriger des objets avec un autre objet, genre un bâton. Le classique, c'est le hockey, mais c'est pas obligé d'être le hockey, là. Ça peut être une tapette à mouche avec des bulles, puis je tape des bulles. OK? Alors, tout plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Mais, et là, c'est l'idée, c'est est-ce que mon environnement permet ces gestes-là? Est-ce que mon environnement permet de sauter? Est-ce qu'il permet de courir? Est-ce qu'il permet de grimper comme Blanche est en train de faire en ce moment? Puis si on va à la prochaine diapo, hein, on voit, là, ils ont décidé, les enfants, ils ont refait le module, ils ont décidé de se faire un chemin, puis au bout, hein, ils ont deux trucs sur lesquels ils montent, puis ils sautent. Puis là, on voit une deuxième éducatrice qui est là, ah oui, puis là, on voit la petite qui prend son saut, puis on voit la deuxième éducatrice qui est là, parce qu'il s'était mis deux pour gérer toute la zone, ça, c'est une des mesures d'atténuation. Puis regarde, si on voit encore à l'arrière, elle a la main sur le truc parce qu'elle juge que peut-être il pourrait avoir un ballon, mais elle n'empêche pas l'enfant de sauter. Puis ils ont dit en équipe, les risques de, les risques de blessures graves de cette hauteur-là sont, sont pas très grands. OK? Donc, on est prêt à vivre avec ce risque-là pour laisser les enfants découvrir puis construire leur module de jeu comme ils le font, là. Potentiel que tu décris, là, Frédéric, aussi d'en parler en équipe, de vraiment dire, OK, si on est à l'aise, si on est moins à l'aise, puis comment on accompagne, tu sais, on voit que, j'imagine que dans cette équipe-là, s'il n'y avait pas eu cette réflexion-là, peut-être qu'un an avant, les éducatrices, spontanément, ou, comme n'importe quelle adulte, fais attention, mais alors que, à toujours dire, fais attention, avec c'est comme une fin en soi, alors que là, on ouvre à quelque chose. Mais faire attention, tu sais, on peut le dire, fais attention à ci, fais attention à ça, mais de toujours être en train d'être dans ce genre de phrase-là, ce qu'on est en train d'apprendre à l'enfant, c'est de craindre son environnement. Puis c'est pas quelque chose qu'on veut mettre à l'enfant de craindre. On veut voir les possibilités, puis qu'il réalise les enjeux, puis les risques qui sont là. Mais on veut pas rester dans cette crainte-là, puis dans une crainte de non, je peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi? Moi j'ai le goût, là, mais tu sais, fait il y a quelque chose qui est là. Euh, puis, excuse-moi, J'ai envie de, j'avais un petit poil sur la langue. M'excuse. J'ai une question, parce que tu en as parlé un petit peu, Frédéric, là, mais en fait, Émilie, comme tu sais, avec la clinique, avec les recherches que tu fais, tu sais, parle-nous des blessures, tu sais, les blessures, là, est-ce que vraiment il y a des grandes blessures associées à tout ça, tu sais? Oui, donc c'est ça, hein. Donc, nous, c'était vraiment la principale question qu'on avait, c'était est-ce que en allant de l'avant avec le jeu risqué, on va voir une augmentation des blessures sévères? Tu sais, on voulait vraiment pas que ce soit le cas. Et en fait, là, tous les chiffres nous montrent là, que il y en a pas là, de blessures sévères et mortelles associées. En fait, la prise de risque comme ça, le plus sévère qu'on voit, c'est parfois des fractures. OK? Donc, souvent en contexte de chute où un enfant peut se fracturer un bras. C'est vraiment le plus sévère qu'on a vu. Sinon, oui, des fois, il peut y avoir des traumas crâniens, mais on n'a pas eu aucune donnée là, qui nous montrait quelque chose de plus grave que ça. Donc, vraiment encore, ça nous permet d'aller de l'avant et de dire c'est quand même sécuritaire. Juste rappeler aussi
que moi, là, fondamentalement, je suis une chercheure en prévention des blessures, OK? Donc, mon rôle, mon mandat, c'est de prévenir les blessures sévères et mortelles chez les enfants. Donc, vraiment, là, mon but, c'est pas de voir augmenter ça, mais, et c'est là toute l'importance du discours de dire, on accepte les blessures mineures. C'est vraiment important que les enfants puissent avoir potentiellement une égratignure à cause de tous les bénéfices, là, qui sont déployés. Donc, voilà. J'ai vu dans le chat qu'il y avait quelqu'un qui nous demandait de revenir à la photo antérieure. Alors, je sais pas si on voulait le faire et pourquoi, là, mais pendant qu'on continue à jaser, peut-être que ça pourrait être possible. Tu sais, pour faire reflet euh, tu sais, sur ce que tu amènes, les blessures, les brossures, tu sais, la prévention, il faut comprendre que la prise de risque permet de prévenir. Ok, je vous donne un Oui, exemple. Elle permet de développer des habitudes d'autoprotection chez l'enfant. Quand l'enfant, mettons, saute là, de la première caisse de lait, là, mettons, là, on est avec Blanche, là, puis là, on saute de la première caisse de lait. Ploup, on tombe en bas. OK? Là, on sent sur l'impact sur nos jambes. Puis là, on dit, OK, c'est ça que ça fait sur mes jambes. OK, je vais mettre une deuxième caisse de lait, m'a sauté en bas de la deuxième caisse de lait. Oh, l'impact est un peu plus fort. Puis là, je fais OK, ouais. Là, peut-être la troisième caisse de lait pour mon âge, Blanche va faire comme je pense pas que je vais me mettre debout parce que mon corps m'a donné les indications sur l'autre prise de risque, ce que ça pouvait arriver. Hein? Puis ça permet aux enfants eux-mêmes d'analyser leur environnement. Tu sais, un enfant qui tombe et qui s'égratigne sur une surface asphaltée, puis il s'égratigne le genou, ben il comprend que là-haut, la surface, tu sais, peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas super géniaux à faire sur cette surface-là, puis je devrais aller faire ça ailleurs. Fait que tout comprendre l'environnement puis les risques de l'environnement, c'est ça que ça demande aussi à la prise de risque. Ça permet aux enfants de commencer à analyser l'environnement, les risques qui sont là, puis à prendre de meilleures décisions pour leur protection. Puis quand on parle de prévention aussi, là, puis c'est mon speech habituel, là, on sait que la densité osseuse se développe par l'impact et la pression. Donc, si on empêche les enfants de sauter, de transporter des choses lourdes, de pousser des trucs, ben c'est sûr que la densité osseuse des enfants qui se développe est moins haute et c'est sûr qu'ils vont se faire plus de fractures puis plus de foulures puis tout ça parce que on les habitue pas, leur corps, à être capable de faire ces choses-là. Fait que la prévention, elle fonctionne des deux côtés. exact. Puis j'ai le goût de faire du pouce là-dessus, là. Ce qui était super intéressant aussi dans les articles qu'on a révisés, c'est que finalement, là, de laisser les enfants jouer librement et prendre des risques, on observait que les enfants, au final, étaient beaucoup plus calmes, hein. C'est comme paradoxal. On a l'impression que, tu sais, ça va être le chaos dans notre milieu, puis que vraiment, là, tu sais, on va perdre le contrôle. Absolument pas, là. Ça permet justement aux enfants de se mobiliser souvent. Oui, il y a un cadre qui régule tout ça, mais ils sont beaucoup plus là à l'écoute, puis propices, tu sais, les apprentissages sont beaucoup plus propices que justement un milieu qui va être très, très, très restrictif où là, il y a des enfants qui vont finalement exploser parce qu'ils vont se sentir très restreints et brimés un peu dans ce qu'ils veulent faire. Ben merci vraiment, c'est super riche, super intéressant. Merci pour les exemples. Après, je vous disais qu'on avait préparé le webinaire avec vos questions, avec vraiment quelque chose, encore une fois très concret. Il y a toujours des craintes qui sont associées de poursuites légales, de craintes de se faire poursuivre dans les contextes de blessures, même mineures. Fait que comment on aborde ça, peut-être Frédéric, dans le contexte des milieux de garde? Dans le contexte des milieux de garde, d'abord, tu sais, il faut s'assurer que l'aménagement puis le matériel est sécuritaire. Là, en ce moment, il l'est. Là, OK? C'est du matériel libre et polyvalent. Il y avait une question tantôt, s'il y a un inspecteur qui vient, l'inspecteur, c'est correct ce matériel-là. OK? C'est pas du matériel qui est aux normes des normes CSA, donc ils doivent respecter certaines normes parce que c'est du matériel libre et polyvalent, puis c'est OK. Là, c'est plus de dire, ben, qu'est-ce que je mets à disposition des enfants? Est-ce que je donne un ciseau à un poupon? Non, je donne pas un ciseau à un poupon. Puis pourtant, on va utiliser des ciseaux ou des trucs comme ça, mais pour les enfants de 4-5 ans. Donc, c'est de dire quel matériel je laisse qui est approprié à l'âge de l'enfant, puis dont les risques sont mineurs. Que l'enfant mette deux tailleurs, mette une planche, puis monte dessus, c'est bien moins haut de se pitcher en bas de ça que de se pitcher en bas du module, qui est beaucoup plus haut.
OK? Donc, c'est juste puis pour les petits poupons, ben, peut-être qu'on leur donne accès pas à des petites roches ou à des petits éléments, parce qu'on le ferait pas anyway pour des Legos, hein, on leur donnerait pas des Legos à des poupons. Donc, c'est juste de réfléchir au matériel des polluants avec les mêmes genres de règles qu'on connaît déjà tu sais, pour le reste. Euh, répète ta question, Véronique, parce que là, je me suis lancé là-dedans, puis Ben oui, là, non, j'ai mais c'est perdu la bien, tu question. nous as ramené sur, tu sais, dans le fond, il y a un environnement là, qu'il faut Ah oui, évidemment c'est ça. préparer, mais après ça, là, tu sais, comment on adresse ça, cette crainte-là de poursuite légale, d'être responsable d'accident? Pour être responsable, il faudrait, un, que l'aménagement ne réponde pas, mettons, au truc. Là, OK? Il y a l'espace d'aménagement. Il y aurait le fait qu'il n'y ait pas eu une supervision adéquate puis des mesures d'atténuation qui aient été mises en place. OK? Euh, dans le cas ici qu'on a vu dans les photos, il y a une supervision de deux éducatrices pour le coin qui est là. Le matériel a été réfléchi. Les gens ont réfléchi aussi que certains matériels devaient rester là, ne pouvaient pas aller ailleurs dans la cour. Par exemple, tu sais, l'enfant ne pouvait pas prendre la planche puis s'en aller, mettons, en haut du module de jeu avec la planche. Tu sais, les planches restent là. La zone, c'est cette zone-là. Puis elle est accessible pour les enfants d'un certain âge. Par exemple, les poupons ne vont pas jouer dans cet espace-là. Ils ont un autre espace qui a été réfléchi pour eux. Donc, à ce niveau-là. Puis, c'est l'aspect de surveillance. Hein. Où est-ce qu'on peut être pris en faute, à coup que l'aménagement est sécuritaire et tout ça, c'est si l'aspect que la surveillance n'est pas adéquate ou le soutien n'est pas adéquat. Puis, tu sais, je peux nommer quelque chose, là, tu sais, puis de dire que euh, tu sais, admettons qu'un enfant, je ne sais pas, se ferait mal gravement, OK? Puis qu'à ce moment-là, on aurait été capable de démontrer que les éducatrices avaient le dos tourné au jeu puis jasaient entre ensemble de leur week-end. Quelque chose qui n'arrive pas, j'espère. Ben là, oui, on pourrait dire, ben, il pourrait peut-être avoir une faute parce que si l'enfant avait été soutenu. Tu sais, alors, c'est ça aussi, le jeu libre et le matériel, c'est que ça te demande le soutien de l'adulte, puis le soutien à l'apprentissage, puis à être là, OK? Parce qu'il y a des risques qui sont là, mais les risques sont atténués parce que l'adulte est là pour soutenir l'exploration du matériel puis du jeu. Par contre, exemple, laisser du matériel comme ça, avoir aucune supervision, OK? Oui, puis laisser les enfants libres, 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 sans règles, sans rien, sans consignes sur les trucs, ben oui, on pourrait être en faute à ce moment-là. Fait que, tu sais, si je nomme les deux grandes catégories, l'aménagement puis le matériel est sécuritaire et le fun, et la supervision est adéquate. Puis tant qu'on est là, ben des accidents, ça arrive. Hum. Mais on n'est pas responsable. Puis quand on fait en équipe en plus, cette réflexion-là, ce que ce CPE-là a fait, donc a mis tout le matériel, a listé les risques, a listé les mesures d'atténuation qu'ils allaient mettre en place, qu'ils ont ça décrit, que c'est intégré à leur procédure interne et règlement, ben, si jamais il arrive de quoi, ils sont capables de dire, écoutez, à tel moment, le matériel qui était disponible est ceci, voici les mesures d'atténuation qui étaient mises en place. Donc, il y avait deux éducatrices, il y avait ci, là, les consignes avaient été claires sur comment on allait utiliser le matériel, les choses là, mais malheureusement, la petite qu'on a vue prendre ça, mettons, la petite qui s'est sautée, elle a mal atterri. Hein, c'est pas le matériel, là. C'est la petite, elle s'est sautée, puis dans les airs, son corps a shifté, elle a perdu l'équilibre, elle a mal atterri sur son pied, puis elle se foule la cheville. C'est un accident. Mais tout était là pour que ça soit sécuritaire. Puis c'est ça. Ouais. On n'est pas Puis, tenu au risque zéro. Il va en avoir des accidents. ben oui, Émilie, j'imagine que tu sais, c'est ça, tu es, bien placée pour les accidents, ça arrive. Après, on a beaucoup parlé de discuter avec l'équipe, discuter avec le CA, par exemple, tout ça, mais parle-nous des parents un peu. Il y a des parents, c'est sûr, qui doivent être craintifs, puis ça fait partie aussi des craintes, probablement, du personnel éducateur. Comment on dénoue ça? Ben, exactement comme Frédéric en a parlé un petit peu. Donc, je pense que ça nous prend un plan. Je pense qu'il faut avertir les gens. J'aurais le goût de dire aussi que, tu sais, je pense que la majorité des milieux de garde actuellement permettent du jeu risqué, là. Je pense qu'on fait quand même un beau travail, là. Il faut pas penser qu'il y a absolument aucun risque, là, que les enfants sont capables de prendre. Pas du tout. Peut-être qu'on vous présente des façons d'intégrer le jeu risqué qui sont différentes de celles que vous utilisez actuellement. Mais je veux dire, de permettre aux enfants l'hiver de glisser en soucoupe le bas d'une pente
dans une cour qui est clôturée, c'est du jeu risqué, là, ça, là. Donc, on peut partir célébrer, dans le fond, déjà ce qu'on fait bien, puis d'identifier c'est quoi, justement, les pistes où on peut s'améliorer. Ça part déjà d'une situation problématique que le personnel éducateur va mettre de l'avant, là. Ah, quand les enfants jouent de telle façon ou à tel endroit, là, tu sais, ça fait vite pouet-pouet, là. Tu sais, ils ont l'air de tourner en rond ou on manque d'un peu de matériel. Fait que souvent, ça va être vraiment la première façon d'intégrer le jeu risqué, je pense. Puis justement, là, tu sais, de se concerter en tant qu'équipe, puis de l'annoncer aux parents, oui, au CA. Après ça peut être un courriel qu'on envoie aux parents. Voici les endroits où on identifie qu'on pouvait favoriser le jeu risqué. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça du jeu risqué si vous êtes dans un milieu où les parents, ils accrochent pas pantoute au terme, tu sais, je veux Le dire, jeu d'aventure. c'est ça, un jeu d'aventure, on veut un jeu excitant, tu sais, ça peut être n'importe quel langage, c'est pas grave, l'important, c'est la résultante, donc je pense que la communication est toujours la clé, puis en annonçant aussi, je veux dire, si après ça, il arrive un événement, l'enfant se casse un bras, mettons, ben, les parents, là, si déjà ils ont été inclus dans le processus, ça leur a permis de cheminer, de voir tous les bénéfices, probablement que la plainte ou tu sais, le mécontentement du parent va être vraiment moins grand parce qu'ils vont être capables de comprendre un petit peu où on se situe. Puis après ça, ben, il y a toujours des parents où ils vont être comme vraiment très fâchés que leur enfant se soit blessé. C'est comprenable, là. Je veux dire, c'est la même réaction que le parent que son enfant s'est fait mordre, mettons. C'est toujours bien frustrant là, que ton enfant se soit fait mordre, mais après ça, il faut quand même, je pense, pas se laisser couper dans notre envol par des fois des personnes très spécifiques qui vont avoir une opinion très spécifique et qui va être dit de façon très grande, là, tu sais. Ça veut pas dire que c'est toute l'opinion voyons, c'est Mhm. l'opinion de Ça l'ensemble reflète. des parents, là. Ouais, exact. Ouais. OK, Pour, super. pour mettre Oui, en vas-y. lumière un peu ce qu'Émilie a dit, partagez vos cadres de référence, vous en avez. Dans Accueillir la petite enfance, il y a plein de passages qui parlent du risque puis de comment soutenir du risque. D'ailleurs, dans la section sur l'aménagement et le matériel, on dit qu'on doit aménager en fonction de laisser prendre des risques calculés aux enfants. Ça, c'est presque mot pour mot là, dans cette section-là, dans Accueillir la petite enfance. OK, dans Gazelle et Potiron aussi. Dans le règlement, article 6.9, article 6.10, qui nous demande de faire inciter le jeu libre et actif. On sait que le jeu libre et actif amène vers une prise de risque. C'est dans la réglementation 6.10 d'offrir des environnements qui permettent le développement de tout, OK, de tous les domaines. On a vu que la prise de risque avait cet impact-là. Puis spécialement dans le domaine moteur, OK, on leur demande il y a une série de choses à faire là, à développemental que la prise de risque est le vecteur pour ça. Donc, dans la réglementation, dans les orientations, c'est inscrit. Partageons-les. Puis ensuite, quand les parents ont des difficultés, prenons ces cadres de référence-là, puis discutons-en en disant, moi, ça fait partie de ma job. Ça Mhm. fait partie de ma job de laisser les enfants être dans cette zone d'incertitude, délicieuse d'incertitude, d'essayer des nouveaux mouvements pour leur développement. Tu sais, puis, OK, où est-ce qu'on peut aller? Puis l'équipe que vous avez vue, ça leur a pris 2 ans à se rendre là. Le lendemain qu'on avait fait l'activité là, avec où ce qu'on avait mis tout le matériel, il n'était pas dans le cours, là. Ils n'avaient pas fini leur discussion. Puis ils ont introduit le matériel au fur et à mesure, puis les choses, puis ils ont travaillé plein d'autres choses dans leur cours aussi, là, pas juste cette section-là. Mais donc, c'est un processus aussi qui prend du temps, puis que vous pouvez construire avec les parents, puis avec l'équipe au fur et à mesure ensemble. D'ailleurs, les photos ont été prises le matin lors de l'accueil. Et ça, c'est l'une des meilleures façons pour, pour démontrer aux parents à quel point c'est génial ce type de jeu-là, parce que lorsqu'ils viennent déposer leur enfant, ils sont dans cet environnement-là. Alors là, je n'ai pas pris des photos là-dessus, mais l'éducatrice que vous voyez qui est à genoux puis qui joue avec les enfants, elle accueille les parents à genoux parce qu'elle elle reste au niveau des enfants puis elle continue son rôle. Puis les parents, au fur et à mesure, viennent déposer leur enfant. Puis les enfants s'incorporent au jeu. Puis ça se fait, et les parents voient tout ça. Et là, ils disent, ah, OK, c'est pas si pire. Ah, c'est le fun. Ah, regarde comment les enfants, c'est génial ce qu'ils sont en train de construire. Puis là, les parents se rendent à l'aise. Donc, partageons nos références, mais partageons aussi nos pratiques en invitant aux parents à voir, que ce soit le matin dans l'accueil ou au départ le soir, qui voient cet environnement-là.
puis qui voient les bienfaits que ça fait à leur enfant. C'est une bonne idée. Merci, Frédéric. Donc, je récapitule nos pistes d'action pour le deuxième bloc. On a parlé, ben, c'est ça, de la communication dans l'équipe, avec les parents, qui est super importante, d'y aller graduellement, de tester des choses. Le matériel libre et polyvalent, c'est gagnant. Accueillir le risque, mais pas le danger. Accompagner activement les enfants, puis faire une belle analyse de risques et bénéfices pour voir comment on peut mitiger les risques. Fait qu'on va passer au troisième bloc, dernier bloc, où on va se dire, OK, bon, ben, un pas à la fois. Fait que, en gros, ma première question, je vous demande, ben, c'est quoi la première étape pour favoriser le jeu risqué dans les milieux de garde? En fait, de façon très, très concrète, c'est qui peut prendre le lead là-dessus? Je peux sauter là, dans le genre. N'importe qui souhaite. On peut être un éducateur, une éducatrice, puis dire, hey, j'ai vu ce webinaire-là, là, moi, là, sur l'heure du dîner. Tu sais, il y a plein de références qui disent que le jeu risqué, c'est super bon pour les enfants. Est-ce qu'on peut en parler en équipe? Est-ce qu'on peut jaser de ça en équipe? Puis je vais emmener des références, puis tout ça, puis on pourrait jaser parce que je vois que dans la cour, ça arrive des fois dans les équipes, on n'est pas tout en cohérence dans ce qu'on permet pas. Puis l'idée, c'est d'arriver avec une cohérence, tu sais, pour que tous se sentent à l'aise, puis que les enfants se sentent à l'aise. Puis alors, ça peut être là. Mais à partir de là, parce que là, j'ai dit, on part de l'éducatrice, là, bottom-up, c'est sûr que ces changements-là ne peuvent pas avoir lieu si la conseillère pédagogique n'est pas dans le coup, puis si la direction n'ouvre pas aussi. Parce que la direction, à la fin, ben, c'est elle aussi qui soutient les éducatrices, c'est elle qui entérine un peu les façons de faire, les nouvelles normes qui vont être mises en place, c'est elle qui va les mettre de l'avant, puis c'est elle aussi qui va servir de soutenir les éducatrices d'un fois face aux parents. OK, la conseillère pédagogique pourrait jouer ça, puis à informer les parents, puis avec tout ça. Fait que ça prend vraiment une vision d'équipe et une genre d'idée, mais n'importe qui peut être le démarreur de ça, mais l'idée, puis là, s'il y a des gestionnaires qui sont présents ou des conseillères pédagogiques, vous devez prendre le lead. Et dans le milieu que je vous ai montré, ben c'est ça, hein, la conseillère pédagogique est fortement impliquée, c'est elle qui lead un peu au niveau des... Et elle est soutenue par la direction qui partage la vision de l'importance de la prise de risque. Et là, ils ont accompagné leur équipe là, à ce niveau-là en répondant aux besoins de leur équipe au fur et à mesure. Donc, voilà. Merci. C'est presque déjà la fin. Il nous reste quelques minutes. On a eu une question qui nous a semblé vraiment intéressante de poser pour partager. Émilie, dans le fond, la question va s'adresser à toi avant d'avoir le mot de la fin. Les jeux de guerre, est-ce qu'on permet aux enfants de faire des jeux de guerre? C'était une question du public. Oui, ben, je pense que ça revient un peu au jeu de chamaille qu'on a abordé tantôt. Effectivement, en tant que c'est quand même encadré, je pense que la réponse devrait être plus oui que non. Après ça, il faut se questionner si on a eu le goût de dire non, pourquoi? OK? Parce que là, un jeu de guerre, ça peut être très large. Donc, si c'est des enfants qui s'imaginent en train de se battre ensemble, tout ça, je pense que ça peut être tout à fait correct. Si on a l'impression que le côté violent est mis de l'avant, ben là, je pense on n'est plus vraiment dans le jeu risqué avec tous les bénéfices. Donc, si on a des propos qui sont très vulgaires, violents, des mouvements qui vont être très, très, très violents, je pense que ça, on peut rediriger les enfants, mais vers encore un jeu similaire de chaman, et puis, tu sais, de faire un fusil avec mon doigt, mais absolument, là, ça fait partie d'un jeu de rôle. Pour moi, c'est pas de la violence comme telle, là. C'est plus si on était, là, tu sais, à des mouvements très, très lugubres ou tout ça, ou là, peut-être qu'on pourrait réfréner, là, mais puis j'ai le goût de dire que probablement plus on va accepter la bataille, la chamaille, tout ça, encore une fois, dans un encadrement, dans un milieu encadré, probablement que tous ces comportements-là très violents à l'extrême vont s'apaiser parce que l'enfant va être capable d'extérioriser ses besoins d'une autre façon. Donc, c'est oui jusqu'à preuve du contraire. Merci. Excellent. Donc, je vous laisse un mot de la fin, une phrase, Frédéric. Ben, d'abord, merci de vous être rendu disponible avec nous ce midi. Pour ce qui est de tous ceux qui sont en petite enfance, donc tous les CPE qui nous regardent et qui sont membres de la QCPE, vous pouvez aller sur notre site web, prendre rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions spécifiques, hein. Les services pour les membres sont là. Donc, et on peut offrir aussi des accompagnements, formations aux équipes. Donc, pour aller plus loin, à 1 heure, c'était pas beaucoup pour aborder le sujet là, dans son ensemble, mais sachez que la QCPE est là pour poursuivre la réflexion avec vous puis vos milieux si vous le souhaitez. Merci.
Émilie, un petit peu. Oui, ben oui, j'ai le goût de dire que tout ce qu'on a discuté se transpose au milieu scolaire, secondaire même, tout ça est juste change avec le stade développemental des enfants. Puis j'ai le goût de vous dire un pas à la fois, hein. On n'essaie pas d'imposer là, une nouvelle chose, il va vraiment petit à petit, ça va vous permettre aussi de tester certaines nouvelles activités, certaines formes de jeux risqués. Donc, une étape à la fois, mais la vision au long terme est importante. Fait que merci pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, vraiment, pour la richesse de vos propos. C'était très concret. Je pense que ça a vraiment démystifié beaucoup de choses. Merci beaucoup de votre collaboration, d'avoir été là. Merci aux éditeurs. Je termine en vous partageant quelques ressources. Donc, vous aurez le lien du webinaire. Vous aurez également, par votre inscription, certaines ressources dont il a été question dans le webinaire, vulgarisation scientifique et des articles scientifiques également sur le sujet. Je vous invite à consulter l'offre de cours Gazelle et Potiron dans laquelle on aborde le jeu risqué qui est disponible sur la plateforme Apprendre de 100 degrés, ainsi que d'autres cours qui pourraient vous intéresser, donc sur la sécurité dans les milieux de garde. Finalement, je vous parlais d'ambassadeurs et d'ambassadrices au début. La communauté 100 degrés, c'est des ambassadeurs, ambassadrices partout au Québec qui sont disponibles, qui ont des expertises sur certains sujets pour vous soutenir dans vos actions sur le jeu risqué ou en éducation par la nature. Alors, je vous en présente deux. Elles se sont rendues disponibles. Alors, n'hésitez pas à les contacter. Par ailleurs, il y a un répertoire d'ambassadeurs aussi que vous pouvez consulter pour si vous êtes dans d'autres régions du Québec. Alors, merci beaucoup de votre présence et au plaisir de vous revoir au prochain webinaire qui aura lieu le 17 décembre sur la santé des adolescentes, la santé et le bien-être des adolescents. Merci beaucoup. Merci.